Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, signature d'un accord intergouvernemental sur les pipelines de gaz. Et donc aux États-Unis, Donald Trump confirme les recours à l'état d'urgence pour financer le mur. Comme annoncé dans les titres, et nous revenons ce soir sur cet événement, la signature hier en début de soirée d'un accord entre Djibouti et l'Éthiopie portant sur la construction d'un gazoduc entre les deux pays. Un projet de taille, l'investissement s'élève à en effet donc 4 milliards de dollars. Il comprend entre la construction d'une usine de liquéfaction à Damerjok avec la clé une création d'emplois sans précédent à Djibouti. Saïd Haleto a suivi pour nous cet événement à Addis Abeba. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younis Ali Ghedi, et son homologue éthiopien des mines et du pétrole, Dr Samuel Urkato, ont paraphé un accord qui est rentré dans l'histoire. Après une poignée de main, les deux ministres ont remercié les deux chefs d'État qui ont été les instigateurs de ce projet pharaonique, dont le financement avoisine les 4 milliards de dollars, avec une capacité de 12 milliards de mètres cubes par an. Ce projet traduit le degré d'intégration économique dont les deux chefs d'État en sont les fers de lance. Je suis ému parce que nous arrivons enfin au bout du tunnel pour concrétiser entre les deux pays frères que sont la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie, d'entériner l'agrément sur les projets historiques de la Corne d'Afrique concernant les pipelines. Je vais commencer et recommencer par féliciter d'abord et remercier le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et les premiers ministres éthiopiens de tous les efforts qu'ils ont déployés pour pouvoir signer cet accord intergouvernemental. Ce projet, notons-le, est très crucial pour le développement de deux pays. Ce projet va développer et transformer la République de Djibouti, mais aussi notre pays frère qu'est l'Éthiopie. Ce projet gazier est estimé à plus de 4 milliards de dollars américains. Nous allons d'ores et déjà travailler avec notre pays frère, l'Éthiopie, mais aussi la société pour logiciel, qui est la société investisseur de ce grand projet. Cet accord qui a été signé portant sur la construction de pipelines reliant la région de l'Ogaden au port de Damerjok fera de Djibouti un hub régional. Saïd Mohamed, RTD, Addis Abeba. Et donc le ministre éthiopien Dr Samuel Urkato a dans son intervention souligné que cet accord entre les deux pays va permettre de créer des emplois. Il a mis en exergue que cet accord qui commence de la région d'Ogaden jusqu'au port de Damerjok qui transportera du gaz. Cet accord témoigne les relations historiques qui lient entre l'Éthiopie et Djibouti, a conclu le ministre donc éthiopien de l'énergie. Poursuivant donc sa tournée des prospections et d'évaluation en matière de scolarisation dans la région de l'intérieur jusqu'aux confins du pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, vient d'entamer sa tournée dans la région de Tadjoura. À cet effet, la première étape de la journée fut réservée pour le village écotouristique de Dougoum, où la population lui a réservé un accueil chaleureux. Dans son déplacement, le ministre a été accompagné de son collègue de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, du préfet de la région Abdul Malik Mohamed Banoueta et de plusieurs hauts cadres du MENFOP et c'est de la décentralisation. Après une visite guidée dans ces villages érigés en un modèle de réussite en tourisme intégré, le ministre a eu l'honneur de partager en communion avec les habitants de Dougoum un déjeuner copié à l'issue duquel la TNI a recueilli les doléances de la population. Ceux-ci ont mis donc principalement l'accent sur la nécessité de doter leur village d'une école pour mettre fin à l'exode rural et de permettre à leurs enfants de pouvoir bénéficier de la scolarisation à proximité de leurs habitations. Donc là, aujourd'hui, la population de Dougoum a manifesté ses besoins en termes d'école. Et le ministre leur a donné vraiment une très bonne nouvelle, qu'il y aura une école à Dougoum très bientôt dans le cadre du nouveau projet transformateur. Ça, c'est une excellente nouvelle qui a totalement enchanté la population de Dougoum.
Également dans l'actualité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en étroite collaboration avec l'ONG internationale FHI, a clôturé donc jeudi matin un atelier de formation sur la stigmatisation et la discrimination. Cet atelier financé par l'USAID avait duré 4 jours au sein de l'UNFD. La formation avait pour objectif le renforcement de capacités des officiers de la police judiciaire, OBJ, de la gendarmerie et de la police nationale, ainsi de lutter efficacement la discrimination et la stigmatisation et les violences basées sur le genre auxquelles sont confrontées les populations les plus vulnérables. La cérémonie a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil. Djibouti qui est lié au VIH ainsi que les violences basées sur le genre. Et j'espère que cette formation sera le début d'une autre manière de procéder par rapport à ces cas. Et nous espérons beaucoup qu'avec l'aide de celui qui nous finance, qui est l'USAID, et ainsi que l'aide de l'UNFD, qui est notre partenaire d'exécution, on espère qu'on pourra vraiment arriver à ce qu'on lutte efficacement contre la discrimination et la stigmatisation et toutes les violences basées sur le genre que subissent surtout les populations les plus vulnérables. Vous nous avez permis d'avoir un aperçu très très large de toute la difficulté qu'il y a à lutter contre la stigmatisation et la discrimination à Djibouti qui est liée au VIH ainsi que les violences basées sur le genre. Et j'espère que cette formation sera le début d'une autre manière de procéder par rapport à ces cas. Et nous espérons beaucoup qu'avec l'aide de celui qui nous finance, qui est l'USAID, et ainsi que l'aide de l'UNFD, qui est notre partenaire d'exécution, on espère qu'on pourra vraiment arriver à ce qu'on lutte efficacement contre la discrimination et la stigmatisation et toutes les violences basées sur le genre que subissent surtout les populations les plus vulnérables. Pour sa part, donc, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil, s'est réjouie du bon déroulement de cette formation et a remercié donc l'ONG qui contribue énormément pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. On l'écoute. Aujourd'hui, d'être là avec vous pour pouvoir clôturer l'atelier de formation que vous avez pu avoir sur la stigmatisation et la lutte contre le VIH et la violence basée sur le genre. Vous avez vraiment participé à cette formation pendant 4 jours et aujourd'hui je pense qu'on arrive à la fin de la formation et je vous félicite pour avoir été assidu et participé à cette formation. Je voulais remercier l'organisation qui nous a financé, qui est l'USAID, qui est toujours présent et qui nous épaule toujours sur la violence sur le genre et le VIH-Sida en particulier, et le FHI 360 qui collabore toujours avec nous et qui est notre partenaire privilégié et qui est toujours à nos côtés. Je vous souhaite une bonne fin de formation. Et Inch'Allah, je vous souhaite plein succès à travailler ensemble. Vous êtes les personnes clés avec lesquelles on travaille quand il y a une violence ou quand on a besoin de vous. Et vous avez toujours répondu. Et je vous félicite et je vous remercie pour tous les services que vous nous rendez. Écoutons donc à présent la réaction de la responsable de cellule d'écoute de l'UNFD. Avec la collaboration de FHI 360, un atelier de formation de lutte contre sur la discrimination et la stigmatisation du VIH-Sida et de la violence basée sur le genre. Cette formation s'est déroulée durant 4 jours. Elle a débuté du 11 février jusqu'au 14 février aujourd'hui. L'objectif principal de cette formation étant d'outiller en termes de compétences les officiers de police afin que ces derniers puissent lutter dans leurs services respectifs, de lutter tout ce qui concerne la discrimination et la stigmatisation
de VIH et de la violence basée sur le genre envers les personnes vulnérables. Direction en Égypte, la 3e conférence des cours suprêmes et des cours constitutionnels africaines se tenue aujourd'hui au Caire. Plus de 125 présidents et membres du cours suprême et des cours constitutionnels africaines de 45 pays africains ont pris part à cette conférence où notre pays était représenté par M. Abdi Ibrahim Absiye, président de la Cour constitutionnelle, et de son vice-président, M. Abdi Ismail Hersi, accompagné de M. Mohamedour Hersi, ambassadeur de Djibouti en Égypte. Lors de cette conférence, une plateforme juridique et constitutionnelle africaine sera lancée sur les réseaux Internet pour permettre les échanges des expériences et des savoirs dans les domaines juridiques entre les pays africains, et sera examinée la proposition de la création d'une encyclopédie constitutionnelle africaine qui sera une référence pour toutes les constitutions africaines et les divers verdicts émis par les cours suprêmes et les cours constitutionnelles africaines. Également dans l'actualité, le ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du commerce a clôturé un atelier de formation sur la facilitation des échanges qui est destiné pour les membres techniques. Cet atelier de 2 jours a été animé par des experts internationaux mobilisés. L'organisation de cet atelier de formation par le ministère délégué chargé du commerce est soutenue par l'UE. Dans les cadres de l'outil thématique, les membres du comité technique sont des représentants des différents ministères et agences concernés. Aujourd'hui, nous avons, à travers les questionnaires qui ont été mis à disposition par les experts, nous avons examiné toutes les dispositions auxquelles Djibouti doivent entreprendre des réflexions pour se conformer à l'accord sur la facilitation des échanges. Donc les prochaines étapes, c'est pour Djibouti de notifier les catégorisations. Il y a un délai d'une année. Donc en mars 2019, Djibouti doit notifier toutes les catégorisations des mesures découlant de l'accord sur la facilitation des échanges. Après la clôture de l'atelier de formation sur la facilitation des échanges, nous avons donc recueilli l'impression de l'expert international. Nous l'écoutons. Dans ces 2 jours, on a fait un atelier sur la formation, sur la facilitation des échanges au sens de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et l'atelier a passé en revue les disciplines de cet accord. Il s'agit d'un accord que Djibouti a ratifié le 5 mars 2018 et l'accord prévoit des obligations à respecter et on a passé en revue les étapes de mise en œuvre de cet accord. Nous remercions les autorités du ministère du Commerce pour faciliter l'organisation de cet atelier, en particulier le ministre du Commerce. Nous remercions également l'Union européenne qui a financé cet atelier. Et donc, comme à l'accoutumée, les CDC de Ouargla a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise des certificats de fin de formation sur l'informatique qui est la 15e promotion. La direction de CDC poursuit son travail de redynamisation de plateformes d'échange et de rencontres par excellence qui sont les CDC. Notons que conformément à la politique du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, chaque CDC est spécialisé dans un domaine bien précis et donc le CDC de Ouargla qui avait déjà fait ses preuves en matière de formation en informatique est devenu tout naturellement le CDC pilote en ces domaines. Pour cette 15e édition, 20 jeunes composés de 16 filles et 4 garçons ont été formés et ont donc obtenu des certificats. L'objectif premier étant leur donner plus de chances dans leur insertion professionnelle.
Et donc les sports pour clore l'actualité nationale, le match retour des championnats nationaux ont débuté donc hier. 3 matchs étaient au programme du championnat. Le premier match retour a opposé entre l'équipe Assas et Djibouti Télécom contre l'équipe de l'Université de Djibouti. Le match s'est déroulé à Ali Sabié. L'équipe de l'Université de Djibouti a arraché un match nul face à Assas et Djibouti Télécom. Les 10 autres matchs ont eu donc lieu dans la capitale au stade Goulet. L'équipe de la garde républicaine a battu la gendarmerie sur un score de 2-0. Et enfin, le troisième match de la soirée a opposé entre Asport face et FC Dikil. Les 2 équipes sont quittées sur un score vierge. Et dans le passons à l'actualité africaine et internationale, ces hommes de Yola, dans l'est du Nigeria, ont quitté leur domicile tôt ce matin dans l'espoir de voter pour la présidentielle. Un espoir vite douché puisque le scrutin a été reporté. La commission électorale n'a annoncé la décision que 5 heures avant l'ouverture du bureau de vote. Elle invoque des problèmes logistiques. La décision a provoqué déception et colère dans la population, certains dénonçant une volonté de truquer les élections. Un report condamné aussi par les 2 principaux partis, le Congrès de partis concrétistes au pouvoir et le Parti populaire démocratique dans l'opposition. Les Nigérians devaient aussi élire leurs parlementaires. Le scrutin est reporté au 23 février. Dans l'Est Syrie, syrien, la force arabo-kurde soutenue par les coalitions menées par les États-Unis font tout droit sur la dernière enclave de Daesh. De ce qui était le territoire de la zone irako-syrienne, vaste comme la Grande-Bretagne, annexée par l'autoproclamé État islamique, il ne reste aujourd'hui quasiment plus rien. Depuis décembre, 40 000 d'entre eux ont fui ou se sont rendus le plus souvent à pied. Ces derniers jours, face à une chute militaire semblant inéluctable, le mouvement s'est accéléré. C'est essentiellement des femmes et les enfants de djihadistes syriens et étrangers. Leur présence ralentit la progression de l'alliance arabo-kurde. Alors que Donald Trump avait annoncé vendredi une victoire éclatante, imminente sur le terrain, les porte-parole de forces démocratiques et syriennes se refusent à donner une date précise pour la fin des opérations. Et donc pour clore l'actualité, direction aux États-Unis, Donald Trump aura bien recours à l'état d'urgence pour financer le mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Le président américain déclarait qu'il signerait le décret d'application de ces dispositifs et les compromis budgétaires obtenus au Congrès entre les républicains et démocrates pour éviter un nouveau shutdown. Les locataires de la Maison-Blanche, cette procédure exceptionnelle est aujourd'hui le dernier recours pour honorer sa promesse des campagnes dans la perspective de la présidentielle de l'an prochain. Donald Trump n'a pas réussi à décrocher les 5,7 milliards de dollars nécessaires à la reconstruction du mur et perdu donc le bras de fer qui l'opposait aux démocrates et désormais majoritaire à la Chambre des représentants. Voilà donc l'essentiel de ces 22 heures. Merci de votre fidélité sur Télé Djibouti.